Vers un Parlement européen de Kenneth Lindsay. C'est un roman paru il y a quelques années déjà, comme vous l'aurez compris avec le titre, puisque le Parlement européen n'était pas encore créé, mais seulement en cours de construction. Mais je suis ravie de vous faire découvrir ce roman aujourd'hui. Je vous ferai une petite vidéo complémentaire sur qui est Kenneth Lindsay, car il a eu une longue carrière qu'il a parcourue avec grande distinction, et je serai donc heureuse de vous présenter cela. Préface par Fernand de Housse. Et voici d'ailleurs pourquoi je veux vous faire découvrir ce livre aujourd'hui. Voici un livre intéressant à plus d'un titre. L'auteur analyse les efforts déployés pour réaliser l'unité de l'Europe. Il expose ses idées sur la façon d'y parvenir et nous décrit sa vision d'avenir. Relater l'évolution des institutions européennes depuis la guerre était une tâche ardue et compliquée. L'exposé de M. Lindsay est clair, agréable à lire, plein de remarques spirituelles et de réflexions pertinentes. Et l'on sait ce qu'il faut admirer le plus, de l'érudition de ce parlementaire britannique, ou du talent avec lequel il a démonté le mécanisme des institutions et observé les mobiles des hommes. Aucun des problèmes qui préoccupent les parlementaires européens ne lui a échappé, ni les oppositions entre les habitudes continentales et anglo-scandinaves, ni le tempérament des diverses nations, ni les questions de langue, ni la contradiction entre les positions prises parfois par les représentants à Strasbourg et dans leurs parlements nationaux. M. Lindsay, sur tous ces points, apporte des vues originales et personnelles. Je partage beaucoup d'entre elles. Comment ne pas souscrire aux idées de l'auteur, selon lesquelles la fusion de l'OECE et du Conseil de l'Europe est une nécessité? Comment ne pas désirer avec lui que l'Assemblée des 6 et celle des 15 harmonisent et normalisent leurs activités? Comment ne pas déplorer avec lui, avec M. John Edwards, M. Erler et tant d'autres, l'incapacité du Conseil des ministres de l'UEO à savoir ce qu'il veut? Car si M. Lindsay est savant, il n'est pas pour autant indifférent aux événements qu'il observe. Sur chaque question qu'il expose, il prend parti. Je dirais presque avec passion. Je ne crois pas utile de me joindre à lui dans la critique sévère qu'il adresse à ses compatriotes, en grande partie responsables, selon lui, des échecs essuyés à Strasbourg. Ce n'est sans doute pas un hasard si M. Lindsay s'est adressé à Sir Robert Bowsby pour écrire la véhémente introduction que l'on va lire. M. Lindsay remarque que c'est la Grande-Bretagne qui, depuis la création du Conseil de l'Europe, a envoyé le plus grand nombre de parlementaires à Strasbourg. 136 contre environ 64 pour chacun des trois autres grands, France, Allemagne et Italie. Et pourtant, cette éducation européenne n'a eu aucune répercussion, estime M. Lindsay, sur la politique de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Europe. Je préfère, quant à moi, insister sur les aspects positifs qui apparaissent à la lecture de l'ouvrage de M. Lindsay. C'est à une véritable psychanalyse des délégations nationales qu'il se livre, et les résultats de son diagnostic sont extrêmement intéressants. En face des pays qui ont constamment changé leur délégation à l'Assemblée, d'autres, dont le mien, ont maintenu presque toujours les mêmes représentants. Je souscris à l'opinion de M. Lindsay selon laquelle cette constance de la représentation belge est cause du fait que le crédit dont elle jouit est hors de proportion avec ses effectifs numériques. Je souhaite avec M. Lindsay qu'il soit écrit un livre succinct et lisible sur la diversité des constitutions, des lois électorales, des systèmes de partis, des procédures parlementaires, des dispositions régissant les différentes commissions dans chaque État membre du Conseil de l'Europe. M. Lindsay nous raconte les diverses escarmouches qui illustrent l'interminable guerre froide entre l'Assemblée et les ministres. Il insiste sur l'importance d'agir dans les parlements nationaux et d'accentuer l'action de ce qu'il appelle le groupe de pression, c'est-à-dire le groupe de travail chargé des relations avec les parlements nationaux. J'aimerais à ce sujet relever une partie de la citation de Sir Robert Bowsby. Il vaut mieux faire l'objet d'une pression qu'être considéré comme quantité négligeable. M. Lindsay nous rappelle que c'est à l'occasion de la création de l'UEO que M. Anthony Eden est devenu Sir Anthony Eden et a reçu l'ordre de la Jarretière. Il rappelle le rôle qu'a joué le Conseil de l'Europe dans la question de la Sarre. Il analyse la question des procédures continentales et britanniques, celle des secrétariats et des délégations, celle de la présence des ministres au sein de l'Assemblée. En un mot, rien n'a échappé à son étude. Il a en particulier raison de déplorer l'absence de groupes politiques bien organisés dans l'Assemblée. Il voit juste en prônant la méthode de Messine, qui consiste à confier à un animateur politique la présidence des organismes techniques.
Comment ne pas souscrire aux protestations de M. Lindsay contre la tendance de confier la gestion des affaires publiques à des experts? C'est pourquoi lorsque M. Lindsay évoque la contamination des fonctionnaires par les parlementaires, je me demande si la contamination des parlementaires par les fonctionnaires n'est pas encore plus dangereuse. M. Lindsay regrette qu'à l'origine, on ait commis la faute de ne prévoir aucune disposition permettant d'adopter le statut à un monde en perpétuel changement. C'est oublier les conférences d'où est issu le statut. Étant donné ce qu'étaient les choses à cette époque, il peut apparaître étonnant que l'on soit arrivé à vaincre les résistances qui s'opposèrent à la création d'une assemblée. Ce n'est pas le statut qui est responsable des difficultés rencontrées, ce sont les États, ce sont les gouvernements. Là où ne souffle pas l'esprit, la lettre est souveraine. Dans son dernier chapitre, véritable profession de foi, M. Lindsay souligne que l'heure de la décision approche. Remercions cet homme de talent, cet Européen de cœur, d'avoir contribué avec tant d'efficacité à en faire comprendre l'impérieuse nécessité. Comme M. Lindsay le souligne, après M. Maurice Schumann, aujourd'hui comme hier, tout dépend de la manifestation d'un esprit vraiment européen en Angleterre. Et je le rappelle, cette préface a été écrite par Fernand Dehousse, président de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Ce petit livre est une étude critique d'une institution nouvelle et intéressante, le Conseil de l'Europe. Elle porte plus particulièrement sur son assemblée consultative. Ce conseil n'étant pas né spontanément dans le vide, je me propose de les décrire dans les contextes et les perspectives de ces 2 dernières années. L'année 1848 est devenue dans notre esprit synonyme de la Renaissance et des mouvements libéraux en Europe. Quant aux années 1948-1949, elles ont vu la naissance du traité de Bruxelles, de l'Organisation européenne de coopération économique, l'OECE, de l'Organisation du traité d'Atlantique Nord, OTAN, et du Conseil de l'Europe. En 1952 a été créée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, populairement connue sous le nom de Plan Schuman. En 1953, la première session du Conseil nordique a été tenue à Copenhague. Pendant l'automne de 1944, en vertu d'un protocole modifiant le traité de Bruxelles, l'Union de l'Europe occidentale, UEO, est venue à l'existence. Enfin, le Conseil du Benelux a été institué en 1957. Cette année même, au moment où j'écris ce livre, 2 autres organisations sont en cours de création. La Communauté économique européenne, plus connue sous le nom de Marché commun, et l'Euratom. Afin que cette confusion ne confonde pas davantage encore les esprits, je m'abstiens de parler ici des organismes européens subsidiaires chargés des transports, de l'aviation civile, de l'agriculture, des recherches nucléaires, ainsi que des organisations européennes et des Nations Unies. C'est ainsi qu'en 10 ans, 10 organisations européennes principales ont vu le jour. Le système anglais d'enseignement a été décrit autrefois comme un chaos d'où l'ordre émane continuellement. Avec quelques légères modifications, cette description s'applique à l'Europe d'après-guerre. Il est extrêmement difficile pour un simple citoyen, surtout s'il est installé dans un emploi satisfaisant, avec une vie bien confortablement organisée à l'intérieur des frontières de son pays, de s'exalter sur toute une série de nouvelles organisations aux initiales compliquées. D'autre part, il est assez difficile pour ceux qui occupent des postes responsables, si tant est que quelqu'un soit responsable, de faire en sorte que les arbres ne leur cachent pas la forêt. M. Martineau, ministre des Affaires étrangères d'Italie, constata une fois devant l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe que ce vaste nombre d'organisations était le résultat direct des phases successives de progression vers une Europe unie. Ici, je dois m'arrêter pour expliquer dans quelles conditions le Conseil de l'Europe et l'Assemblée consultative s'intègrent dans ce tableau. Il y a de cela 10 ans, en mai 1948, 800 hommes et femmes libres se rassemblèrent spontanément à La Haye, sous l'égide de Sir Winston Churchill, qui était à l'époque Mr. Churchill, pour créer le mouvement européen et concrétiser sous une forme frappante l'unité européenne. Ils eurent la possibilité de le faire grâce à la collaboration qu'ils eurent la chance de trouver auprès de plusieurs associations bénévoles et privées. Ce mouvement représentait la réponse officieuse au discours prononcé à Harvard par le général Marshall. La réponse officielle devait être la formation de l'OECE et plus tard de l'OTAN. Du congrès de La Haye et du mouvement européen émanèrent le Conseil de l'Europe et, indirectement, le plan Schuman du charbon et de l'acier, dont l'application était limitée à la France, à l'Allemagne, à l'Italie et aux pays du Benelux, qui reçurent dorénavant
l'appellation globale des 6. Ces mêmes pays essayèrent de créer une communauté européenne de défense, CED. De l'échec de ces négociations émergea l'Union de l'Europe occidentale. Pour la première fois, la Grande-Bretagne se trouvait associée aux 6 dans une organisation distincte. Quant au Conseil nordique et au Benelux, ils furent organisés sur une base régionale restreinte et peuvent déjà inscrire à leur crédit d'importantes réalisations. Enfin, de l'absence de volonté politique commune parmi les 15 États membres du Conseil de l'Europe, viennent d'émerger après une longue préparation les 2 dernières organisations, Marché commun européen et Euratom. Telles sont, brièvement résumées, certaines de ces phases successives de progression vers une Europe unie dont parlait M. Martineau. L'on pourrait ici parler d'un nouvel événement. Procédant directement de la toute dernière évolution du concept européen, l'idée vient de surgir d'une zone européenne de libre-échange. Ce n'est nullement par hasard que le mouvement européen, qui était resté en veilleuse pendant quelques années en Grande-Bretagne, a soudain ressuscité. Au cours de l'automne et de l'hiver 1957-1958, il a mené une campagne à travers tout le pays parmi les employeurs et les syndicats en faveur d'une participation britannique à une zone européenne de libre-échange. Cette campagne a atteint son point culminant lors d'une importante conférence d'industriels et de syndicats européens tenue à Londres en février 1958. L'un de ceux qui prirent la tête des débats dans ces conférences fut M. Alfred Robbins, qui se montra toujours depuis sa période strasbourgeoise partisan actif et résolu du mouvement. J'aurais dû ajouter que, 3 ans auparavant, en novembre 1954, M. Jean Monnet avait démissionné de son poste de premier président de la Haute Autorité de la Communauté Charbon-Acier, afin d'être libre de contribuer avec une entière liberté de parole et d'action à la réalisation de l'unité européenne. M. Jean Monnet était en partie responsable de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 6, tenue à Messine en juin de l'année suivante, qui déclencha les travaux préparatoires à la création du marché commun et de l'Euratom. Chacun sait que, depuis lors, le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, présidé par M. Jean Monnet, a été un puissant élément dans la réalisation de la ratification du traité de Rome et la naissance de la nouvelle Assemblée parlementaire européenne. Tandis que ces 2 expressions de l'opinion publique pour montrer que derrière ces phases successives de progression, il y avait les mouvements et des hommes. Le professeur Toynbee, dans un article publié par une revue américaine au sujet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, déclarait « Il faudrait être non seulement non-américain, mais encore non-européen occidental pour laisser la direction de nos affaires d'importance vitale entre les mains des fonctionnaires et des chefs d'État. » Le parlementaire invétéré que je suis rejette lui aussi l'idée de l'État dirigeant toutes les affaires, internationales aussi bien qu'intérieures, et prend modèle sur l'aphorisme de Pope. Sur ce que doit être un gouvernement, nous laisserons se disputer les cuistres, car le meilleur est, bien évidemment, celui qui sait comment l'on administre. Lorsque mon ami H. Finner, professeur à l'université de Chicago, lit mon manuscrit, il ajouta ces lignes que je me permets de citer. C'est pourquoi chacun doit choisir librement qui le représente, de peur que les députés mentent et que les bureaucrates sentent qu'ils peuvent dormir à loisir. Il semble bien que les Européens soient d'accord avec le professeur Toynbee, car sur 10 des organisations que j'ai mentionnées, il y en a 8 qui ont conçu et réalisé une certaine sorte d'assemblée parlementaire, les 2 seules exceptions étant l'OECE et le traité de Bruxelles. Le Conseil de l'Europe a été la première de ces organisations à créer, au terme de son statut, une construction à 2 étages composée d'un comité des ministres représentant le gouvernement et d'une assemblée consultative représentant les parlements. Depuis lors, nous avons assisté à de nombreuses variations sur ce thème, ce qui ne constitue pas une tâche facile. En Grande-Bretagne, M. Attlee et M. Bevin étaient fortement opposés au concept d'assemblée consultative. C'est ainsi que M. Attlee écrivit en août 1948 que toute assemblée doit être convoquée par les gouvernements et que le moment n'était pas opportun pour que les gouvernements prennent cette initiative majeure, lorsque leurs mains sont si lourdement chargées de problèmes urgents et difficiles. Un peu plus tard, M. Bevin parlait en qualité de ministre des Affaires étrangères devant la Chambre des communes, déclara que si l'on construisait à ce stade le Conseil de l'Europe, ce serait comme si l'on installait le toit avant d'avoir construit la maison. Le congrès de La Haye fut, dans un certain sens, un phénomène assez rare, dans la mesure où il représentait une petite levée en masse, pacifique et spontanée, de peuples et de gouvernements de plusieurs pays. Je dis bien dans un certain sens, parce que M. Duncan Sandys, actuellement ministre de la Défense dans le cabinet britannique, avait concentré toute une année de réflexion sur un objectif unique, pour préparer ce grand événement, de concert avec plusieurs ressortissants d'autres pays. Les résolutions politiques du Congrès de La Haye ne se contentaient pas de réclamer une assemblée européenne, mais invitaient les délégations, une fois rentrées dans leur pays, à exercer une pression dans ce sens sur leurs gouvernements respectifs. Pour la Grande-Bretagne, c'est ce qui se passe à
au cours de l'automne 1948. Ce matin-là, par un soleil exceptionnellement brillant, des membres de la délégation britannique allèrent trouver M. Winston Churchill dans son bureau de la Chambre des communes. Je me souviens de certains d'entre eux. Sir Arthur Salter, qui est maintenant Lord Salter, Robert Busby, Lady Violet Bonham Carter, et l'un des chefs des libéraux, M.R.W.G. Mackay, travailliste, qui devait s'illustrer plus tard à Strasbourg lorsqu'il proposa de créer une autorité européenne dotée de fonctions limitées et de pouvoirs réels. Bonjour, nous dit M. Churchill. Sommes-nous tous réunis et tous les partis sont-ils représentés? Quelle belle matinée. Marchons en cortège jusqu'à Downing Street. Avons-nous un drapeau? C'est ainsi que, conduits par un long cigare et à la consternation de la police, nous traversâmes Whitehall pour nous trouver bientôt en face de M. Attlee et de M. Bain, escortés des hauts fonctionnaires et de leur ministère. Notre cause fut exposée avec modération et modestie. Un communiqué commun fut publié. Le gouvernement britannique accepta plus tard d'envoyer une délégation officielle à une commission composée de délégués des 5 puissances, organisée par le Conseil consultatif de l'Organisation du traité de Bruxelles, qui s'est réuni à Paris le 26 novembre 1948, sous la présidence de M. Heriot. Les négociations traînèrent tout le long de l'hiver. Finalement, le 5 mai, le présent statut fut signé par les ministres des Affaires étrangères de 10 pays, représentant les 5 puissances du traité de Bruxelles, ainsi que l'Italie, la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Irlande. Comme on le sait, la première réunion de l'Assemblée consultative eut lieu à l'Université de Strasbourg le 3 août 1949. Je ne rappelle cette histoire que pour illustrer les possibilités dont peut disposer un groupe qui exerce une pression, tout d'abord sur 5 puis sur 10 parlements nationaux. L'Assemblée consultative est un organisme de délibération dépourvu de pouvoir législatif. Elle a droit de jugement indépendant, mais aucun droit de surveillance et de contrôle. Comme tout parlement national, elle a le droit d'être informée, de prononcer des jugements et d'être traitée avec respect. Son règlement intérieur procédait du statut, mais plus tard, une commission du règlement et des privilèges procéda à une complète révision de ce texte. Enfin, à la faveur de l'expérience acquise, de profondes modifications y furent introduites, dont certaines seront signalées dans le cours de cette étude. Je serai le premier à reconnaître que la structure du Conseil de l'Europe est nouvelle et représente probablement un compromis. Le comité des ministres est un organisme intergouvernemental, ce qui fait que l'Assemblée doit avoir un caractère consultatif. Compte tenu de cette limitation de pouvoir, et de bien d'autres encore que je signalerai au cours de cette étude, il y a lieu d'être surpris devant toutes les réalisations qu'elle a pu inscrire à son crédit au cours de ces 9 premières années. 44 volumes enregistrant les discours prononcés dont j'ai pu entendre ou lire un grand nombre se trouvent devant moi sur les rayons de la bibliothèque. Au tout premier jour, cette assemblée suscitait un plus vif intérêt, et occupait une place plus grande dans la presse. Cela tenait en partie au fait que Strasbourg était la seule assemblée européenne où siégeaient des parlementaires et où des ministres des Affaires étrangères faisaient d'importantes déclarations. Il était en tout cas dorénavant reconnu que les États souverains avaient un intérêt commun et non pas seulement des intérêts nationaux. Ce qui n'apparaissait pas si clairement, c'était la question de savoir si un parlement commun pourrait fonctionner sans qu'il existât une opinion publique commune, distincte de l'opinion publique nationale. Ce serait cependant manquer à la sagesse que de restreindre l'importance de cette capacité consultative. L'Assemblée n'a jamais reçu de pouvoir officiel à la sortie de sanctions sur le comité des ministres. Tout au plus pouvait-elle exercer une influence. Si elle n'a pas réalisé les espoirs de certains de ses fondateurs, c'est parce qu'il n'existe ni au comité des ministres, ni probablement dans l'Assemblée elle-même, une volonté suffisamment forte de politique commune. Le Conseil de l'Europe, au cours de sa seconde année, a commencé à conclure des accords avec un certain nombre d'autres organisations internationales, dont le plus important fut passé avec l'OECE. Ce lien nouveau reçut sa consécration officielle en 1951, lorsque M. Sticker, actuellement ambassadeur des Pays-Bas à Londres, présenta le premier rapport de l'OECE à l'Assemblée. Il est intéressant à ce propos de rappeler que M. Sticker, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, était alors à la fois président du Conseil de l'OECE et président du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Dans le cours de cette étude, je montrerai comment la charge que doivent assumer les ministres évolue presque parallèlement à celle des parlementaires. On ne doit pas supposer que la commission économique de l'Assemblée consultative soit restée inactive au cours de cette première période et de celles qui lui succédèrent. Sous l'impulsion donnée par M. Paul Reynaud et M. David Eccles, qui est maintenant Sir David Eccles, avec l'aide d'hommes comme le professeur Olin et Lord Layton, des propositions portant sur une grande diversité de sujets furent soumises à l'Assemblée. Mais de plus en plus sa fonction évoluait. Elle devenait une tribune parlementaire chargée de passer en revue les activités de l'OECE
et d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales. Au cours des années antérieures, d'autres ministres présentèrent des rapports sur les transports, les postes et télégraphes, l'agriculture, etc. On a tendance à oublier parfois que l'Assemblée elle-même a pris l'initiative de stimuler de nombreuses réalisations, dont plusieurs sont maintenant de pratique courante. Quoi qu'il en soit, la liaison entre les commissions de l'Assemblée et l'OECE n'a cessé de croître. Au cours de cette année 1958, une réunion commune de 3 commissions, chargées respectivement des questions économiques, des questions politiques et de l'agriculture, a examiné avec M. Maudling le problème de la zone de libre-échange. Il y a là un progrès récent et prometteur. Au cours de la session d'automne de 1957, M. Maudling avait fait un exposé circonstancié sur le même sujet. Le traité de Rome autorisant la création d'un marché commun européen a été ratifié par les parlements nationaux des 6. La bataille en faveur d'une zone de libre-échange ne peut pas être gagnée au sein d'un comité interministériel de l'OECE. Il doit exister une volonté commune de créer une zone plus large d'intégration économique. Elle ne peut être réalisée que par le jeu réciproque de l'opinion publique et parlementaire. De longs débats se sont déroulés aux commissions économiques et politiques et à l'Assemblée de Strasbourg. La séparation radicale entre les 6 et les autres membres de l'Assemblée, tout particulièrement sous la forme où elle a été exposée par M. de Menthon et d'autres représentants de la France, la position spéciale du Danemark telle qu'elle a été exposée en termes dépourvus d'ambiguïté par M. Federspiel, l'attitude parfaitement nette adoptée par la Suède, telle que l'ont exposée les professeurs Olin et M. Heckscher, ni l'un ni l'autre n'étant le porte-parole de son gouvernement, autant de perspectives parlementaires dont l'expression n'était possible concernant d'une assemblée représentant l'opinion de la majorité de l'Europe occidentale. Sans aucun doute, les ministres et les hauts fonctionnaires connaissent l'état de l'opinion publique dans leurs pays respectifs. Mais cette constatation met en cause tout le principe de la représentation parlementaire. Ces différents débats jouent leur rôle, aussi inaccessible qu'ils puissent être pour la presse à sensation, dans l'élaboration d'une solution commune à apporter des problèmes économiques et politiques préoccupants et complexes. C'est au cours des mêmes débats que M. John Hay, jeune conservateur de Grande-Bretagne, joue un rôle éminent. Il se fit un nom à Strasbourg comme rapporteur de la commission économique. Mais c'est pour une raison spéciale que j'évoque son nom. Cette année, juste avant Pâques, la Chambre des communes de Grande-Bretagne avait organisé un débat sur la zone de libre-échange, au cours duquel M. Hay fit un discours qui montrait à quel point il possédait cette question. M. Maudling, dans sa réponse, rappela les termes mêmes qu'avait employés M. Hay. Je tiens à rendre hommage au volume immense de travaux qui ont été récemment effectués au Conseil de l'Europe sur l'ensemble de ces problèmes. Cette activité présente une très grande valeur pour notre pays, car je considère que la façon dont les opinions s'élaborent et prennent forme à Strasbourg et dans les divers organismes qui lui sont subordonnés est extrêmement importante. Il a été réellement utile pour nous que notre cause ait été si bien et si éloquemment présentée. Cet hommage à la valeur des débats de Strasbourg mérite d'être enregistré. Mais, dans ce même débat de Westminster, 3 orateurs revinrent sur le plan de Strasbourg de 1952, qui projetait d'associer les régions d'Afrique et d'autres régions sous-développées avec une plus large communauté européenne d'échange. Malheureusement, ce plan qui sur bien des points était bien conçu et avait bénéficié d'un large appui à Strasbourg, fut repoussé par le comité des ministres, après avoir été étudié par l'OECE et le gouvernement du Commonwealth. Malgré cet accueil négatif en 1954, le marché commun a fait revivre cette conception en 1958, et le traité de Rome prévoit expressément un fonds de développement destiné aux pays des territoires d'outre-mer. L'opinion bien réfléchie de ceux qui ont participé aux travaux de liaison entre les commissions de l'Assemblée et les fonctionnaires de l'OECE témoigne en faveur de leur importance. Lord Layton a déclaré devant l'Assemblée de l'UEO que ces travaux de liaison avaient été excellents. Il ne s'était produit aucune fuite regrettable d'informations, et l'on n'avait eu à déplorer aucun jeu d'intérêt personnel ou aucune autre conséquence défavorable. Les débats sur les affaires économiques ont cessé de s'améliorer grâce à cette liaison. À un moment où l'on examine sérieusement une fusion du Conseil de l'Europe et de l'OECE, cette brève évocation de leurs relations passées peut valoir la peine d'être signalée. J'ai déjà signalé la tendance croissante du Conseil de l'Europe à partir de 1952 à devenir une tribune parlementaire où l'on reçoit les rapports des autres organisations qui ne disposent pas elles-mêmes d'une telle tribune. C'est ce que M. Harold Macmillan a exprimé en ces termes en 1955. Voici l'endroit où 2 ou 3 fois par an, les travaux d'experts qui n'ont pas été désignés par vos élections peuvent être passés en revue par des représentants parlementaires élus par leurs concitoyens dans leurs pays respectifs. C'est là que réside, à mon sens, la fonction unique et spéciale de l'Assemblée, là et dans les débats qu'elle institue sur les grands problèmes de l'heure, quelle que soit leur nature.
l'instauration de grands débats sur les affaires générales, la politique étrangère, les aspects extérieurs de la politique de défense, le statut de la SAR, qui était elle-même membre associé jusqu'en 1956, les rapports entre l'Est et l'Ouest, tels sont les débats qui figurent régulièrement à l'ordre du jour de l'Assemblée. Après avoir assisté à plusieurs de ces débats, je peux déclarer sans la moindre hésitation que le niveau des discussions a souvent été très élevé et que j'aurais souhaité qu'ils attirent une plus large audience. Je voudrais citer à ce propos le débat qui s'est déroulé à la session d'automne 1953. J'ai peut-être un préjugé favorable là-dessus, mais M. Spaak, un vieux parlementaire, a la faculté de créer l'atmosphère propice à un débat intéressant et fructueux. Il fit un brillant discours inaugural en présence d'une cinquantaine de membres représentant de 13 pays. C'est à ce propos que M. Anthony Lunting, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, déclarait à la Chambre des communes, un mois plus tard: « Il n'est pas exagéré de dire que ce débat, aussi bien que la résolution votée ultérieurement par l'Assemblée, ont fait beaucoup pour élever et raffermir le moral européen à un moment important et pour donner un nouvel élan à la politique de défense européenne. » L'année suivante, le comité des ministres exprimait la satisfaction particulière que lui causait la haute tenue des débats. Comme je devrais m'étendre davantage au cours de cette étude sur la question du comité des ministres, c'est avec satisfaction que j'enregistre cet heureux événement de la période du début. Car il existe des raisons tenant à la nature humaine aussi bien qu'à la nature du statut qui ont empêché que ce débat de 1953 se renouvelle. En 1952, la Communauté européenne du charbon et de l'acier a été créée au Luxembourg. Son organisation est parfois nommée fonctionnelle et parfois supranationale. Il n'est pas facile de mettre des étiquettes sur ces diverses organisations européennes qui représentent de nouvelles entités politiques. Aucune d'elles, qu'il s'agisse de l'OTAN, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe ou de la CECA, n'entre dans les définitions classées que donnent les nomenclatures des sciences politiques. Pas plus d'ailleurs que le Conseil nordique et le Commonwealth britannique qui, soit dit en passant, ont bien des traits communs. Toutes représentent essentiellement des tentatives humaines pour abattre des barrières économiques artificielles, organiser une coopération entre des gouvernements apparentés en esprit, participer à des dépenses communes, pour la défense par exemple et pour le développement nucléaire. Ce sont là des objectifs bien déterminés. La communauté européenne du charbon et de l'acier s'est développée considérablement au cours de ses 5 premières années d'existence. Elle possède maintenant une association, unique en son genre, avec le gouvernement britannique et les industries britanniques du charbon et de l'acier. Ce qui est plus remarquable, un ministre britannique ayant le rang d'ambassadeur a été dès le début accrédité auprès d'elle, exemple suivi par d'autres pays. Or, je sais que les ambassadeurs sont accrédités auprès de monarques, de présidents, du Vatican, mais jamais jusqu'alors je n'avais entendu dire qu'un ambassadeur eût été accrédité auprès d'une autorité économique, bien que, dans le monde d'après-guerre, les chefs de mission auprès de l'OTAN et de l'OSCE aient rang d'ambassadeur. Lorsque M. Monnet, premier président de la haute autorité, visita les États-Unis, il fut reçu personnellement par le président Eisenhower et, par conséquent, traité comme un chef d'État. Comment la communauté du charbon et de l'acier s'inscrit-elle dans le tableau européen et quels sont ses rapports avec le Conseil de l'Europe? On peut faire remonter directement son origine au mouvement européen et au débat du Conseil de l'Europe. En effet, lorsque M. Schuman a pris cette initiative, le gouvernement français a fait d'une recommandation de l'Assemblée consultative la base de sa politique générale. C'est là le facteur le plus important dans l'existence de cette Assemblée. Il montre ce qu'une bonne recommandation peut réaliser si elle trouve un accueil sympathique auprès des ministres et si, politiquement, elle arrive à son heure. Depuis 1949, 150 recommandations ont été formulées. Si plusieurs d'entre elles ont été totalement négligées, cela doit être imputé à l'Assemblée, et bien plus encore au Conseil des ministres. Mais lorsque le Conseil de l'Europe a donné le jour à cet enfant si robuste et bien découplé, tout le cours de l'histoire a changé. Les 6 sont devenus conscients de leur entité. Un esprit de corps s'est constitué. Ils sont devenus ceux à qui incombait le rôle de construire la paix par phases successives de progression. Ce n'est pas ici le lieu de décrire l'organisation de la CECA, mais il convient de donner quelques précisions au sujet de son assemblée, connue pendant 5 ans, de 1952 à 1957, sous le nom d'Assemblée commune. Dans le traité créant la CECA figure un protocole qui définit les rapports avec le Conseil de l'Europe. Au terme de ce protocole, les parlements sont invités à désigner leurs membres à l'Assemblée commune, parmi ceux qui font partie des délégations auprès de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Cette règle n'a été que partiellement observée. D'autre part, des réunions communes des deux assemblées ont été tenues chaque année à Strasbourg depuis 1953. L'Assemblée commune est jalouse de sa complète autonomie.
La coutume veut qu'à cette occasion, le président de la haute autorité fasse un exposé à l'Assemblée consultative et qu'un débat s'engage. De même, certaines réunions ont été organisées au niveau ministériel entre les deux organismes. J'ai souvent assisté à ces réunions jointes, ainsi qu'à certaines réunions de l'Assemblée commune elle-même. Du point de vue juridique, l'Assemblée commune se trouve à peu près à mi-chemin entre une Assemblée consultative internationale et un Parlement national. Elle a des droits de contrôle administratif et budgétaire. On y trouve des groupes nettement définis et parfaitement organisés par partis politiques. Une ultime sanction lui permet de prononcer une motion de censure, révoquant les décisions de la haute autorité. Cela dit, elle a des rapports excellents avec les membres de la haute autorité, cette nouvelle création politique à laquelle rien ne correspond dans la vie politique de Grande-Bretagne. La nature de ces rapports est la raison essentielle du succès de l'Assemblée commune. Les 9 membres de ce haut organisme exécutif peuvent siéger dans un comité et assister au débat de l'Assemblée. Au cours de ce débat, l'un ou l'autre répond, selon que les questions sont de nature économique ou technique ou portent sur des questions d'ordre social et de travail. Les débats doivent nécessairement porter sur le charbon et l'acier et sur l'exécution harmonieuse du traité. Et nul ne souhaite les voir déborder sur un domaine plus vaste. Les groupes politiques créent des rapports humains entre membres des différentes nationalités. Ils contribuent à l'élaboration de doctrines politiques, tout en maintenant fermement la nature parlementaire caractéristique de toute cette organisation. En même temps, les membres de cette assemblée sont arrivés à représenter de plus en plus nettement l'opinion publique et les intérêts de la communauté. À ce propos, voici ce qu'écrivait le professeur Reuter. La compétence de l'Assemblée évoluera tout naturellement, en un système parlementaire, si l'Assemblée commune a derrière elle l'appui de l'opinion publique. Ses membres aimeraient que la haute autorité et les nouvelles commissions constituées cette année possèdent des pouvoirs plus étendus qui, de leur côté, élargiraient la sphère d'influence de l'Assemblée elle-même. Il est également intéressant de noter que l'Assemblée n'est pas satisfaite du mandat d'une année conféré à ses membres par les parlements nationaux. Dans son dernier rapport à l'Assemblée consultative, elle s'exprimait ainsi à ce sujet. Il serait souhaitable que les membres de la nouvelle Assemblée, que dorénavant j'appellerai l'Assemblée parlementaire européenne, soient nommés pour de plus longues périodes, égales par exemple à celles de leurs législatures respectives. Il n'est rien dans les nouveaux traités qui s'y opposent et j'ai rencontré exactement le même sentiment dans presque chaque pays en dépouillant le questionnaire adressé aux membres passés et présents de l'Assemblée consultative. Il m'a semblé qu'il convenait dans cette étude de formuler ces commentaires sur l'Assemblée commune, en particulier parce que les deux assemblées ont, en partie, les mêmes délégués, mais aussi parce qu'une étude objective et réaliste du Conseil de l'Europe doit se préoccuper de l'avenir. Je donnerai à ce propos la citation suivante due à M. Furler, chrétien-démocrate allemand, membre de l'Assemblée consultative et dernier président en date de l'Assemblée commune. Au moment de transition entre la mort de l'Assemblée commune et la naissance de la nouvelle Assemblée parlementaire européenne, il a écrit « Ce qui va survivre, c'est la tradition élaborée dans ce premier Parlement européen par les représentants des peuples de nos 6 pays. Nous avons mis au point une façon de penser qui nous permet de ne plus voir les problèmes sous un angle purement national, mais dans un cadre de doctrine politique commune. Nous avons une méthode de travail qui nous permet, parmi la masse de documentation économique et technique qui recouvre les questions que nous étudions, de mettre le doigt sur ce qui est conforme à l'intérêt véritable de la communauté. » Le Conseil nordique est un organisme purement consultatif, composé de 16 membres du Parlement de Suède, de Norvège et de Danemark, et de 5 membres du Parlement d'Islande, et récemment du Parlement de Finlande. Comme dans les autres assemblées, ces membres sont élus par le Parlement respectif, d'après la puissance de tel ou tel groupe politique. Une vingtaine de ministres, qui peuvent être présidents du Conseil et ministres des Affaires étrangères, assistent à ce Conseil et siègent avec les représentants en séance plénière et dans les commissions. Les ministres ont droit de parole, mais n'ont pas droit de vote. Selon les termes d'un rapport remarquable du Conseil nordique, l'expérience précédemment acquise au Conseil de l'Europe a montré l'importance que présente le maintien de rapports aussi étroits que possible entre les deux groupes, c'est-à-dire les membres du Parlement et les ministres. Les similitudes de langage et de coutumes ont plus facilement permis aux pays scandinaves de montrer le chemin dans bien des domaines de coopération, notamment pour les questions sociales, culturelles et les facilités de déplacement. Il est trop tôt encore pour parler d'un marché commun nordique, mais de vastes travaux préparatoires ont eu lieu. Lorsque les experts de ces pays rencontrent au Conseil de l'Europe des experts des autres pays européens, ils sont porteurs d'un solide faisceau de réalisation. De la même façon, les puissances du traité de Bruxelles ont travaillé depuis 1949 dans les domaines culturels et sociaux. La tâche spéciale du Conseil de l'Europe est de convertir en conventions multilatérales les accords intervenus entre 2 ou plusieurs pays.
Le Conseil consultatif interparlementaire du Benelux, connu plus simplement sous le nom de Conseil, est né tout récemment. Il se compose de 49 membres, dont 21 nommés respectivement par les parlements belges et néerlandais et 7 par le Parlement du Luxembourg. Normalement, il siège une fois par an et emploie, comme il est naturel, deux langues, le français et le hollandais. Tout comme l'Assemblée consultative, il présente des recommandations aux trois gouvernements, qui présentent à leur tour un rapport commun au Conseil, en présence des ministres, qui peuvent être invités à prendre la parole. L'union économique entre ces pays est presque complète. Mais il est inévitable que plusieurs questions d'intérêt commun, et non pas seulement dans la sphère économique, nécessitent des délibérations continues. Il est inutile d'ajouter qu'une unité commerciale de cette nature, agissant dans l'intérêt commun de ses membres, doit avoir une voix puissante dans les futures négociations en faveur de l'intégration européenne et des échanges mondiaux. Deux autres assemblées parlementaires doivent être mentionnées. L'une et l'autre s'occupent notamment des questions de défense. Il s'agit de l'OTAN et de l'UEO, qui se sont réunis pour la première fois en 1955. La conférence des membres du Parlement des pays de l'OTAN, de création plus récente, a, comme tant de ces nouvelles assemblées, une double origine. La première procède de l'enthousiasme des fédéralistes, qui sont en l'occurrence non seulement des Européens, mais aussi des Américains du Nord. La seconde procède du désir louable qu'ont éprouvé les parlementaires et les contribuables d'avoir leur mot à dire dans une organisation internationale, comme le suggérait le professeur Toynbee. Lorsqu'il s'agit d'une organisation aussi puissante et vaste que l'OTAN, il n'est que naturel que les parlementaires désirent être documentés et organiser des réunions communes. En outre, l'OTAN lui-même désire que le monde libre soit informé aussi pleinement que possible de ses activités, dans les limites compatibles avec la sécurité. Évidemment, l'on peut organiser des visites à l'intention des membres du Parlement, qui visiteront ainsi des bases de défense et entendront des exposés faits par des militaires et des aviateurs éminents sur les problèmes de la défense moderne. Mais il s'agit de quelque chose de tout à fait différent lorsque des membres du Parlement discutent dans une assemblée les questions militaires, politiques et sociales de ce qu'on nomme maintenant la communauté atlantique. La troisième conférence, qui n'est pas encore une assemblée, s'est réunie l'an dernier, 1957, à Paris, pendant une semaine. Un membre de l'Assemblée consultative, le colonel Fens, est son président actuel. Plusieurs autres membres de cette conférence siègent également dans d'autres assemblées européennes, et en particulier à l'UEO. 11 résolutions ont été votées, traitant notamment de politique militaire, de solidarité politique, de problèmes économiques et des dispositions à prendre pour assurer le recrutement du personnel scientifique et technique. Ce qui est plus important, dans le cadre de la présente étude, cette conférence a prié le Conseil de l'OTAN et son nouveau secrétaire général, qui est M. Spaak, de prendre des mesures pour que la conférence se voie reconnaître un statut plus important, un caractère de permanence et de continuité et des revenus réels, ainsi que l'avait suggéré le comité des trois sages. Deux des membres de ces derniers comités sur les trois dont ils se composent sont déjà bien connus à Strasbourg. Il s'agit de M. Martineau, dont j'ai déjà parlé dans ce chapitre, et de M. Lange, ministre des Affaires étrangères de Norvège, qui, en qualité de membre du comité des ministres, est un critique amical du Conseil de l'Europe. La conférence de l'OTAN en est encore au premier stade de son évolution. Son comité de direction ne peut se réunir qu'une fois par an, et, en raison des faits positifs d'ordre géographique et financier, ces commissions ne peuvent jamais se réunir. Elles ne ressemblent pas à une assemblée, moins encore à un parlement. Ses membres sont groupés par délégation et non pas dans l'ordre alphabétique ou par groupe politique. Je connais par expérience personnelle l'enthousiasme des fédéralismes et des disciples groupés aux États-Unis autour de M. Clarence Strait. Mais, en tant que parlementaire, je sais également à quel point il y a peu de chances que le Congrès américain envoie des délégués auprès d'une assemblée qui est plus qu'un simple statut consultatif. Quant à la participation du Congrès lorsque le moment sera venu, pour reprendre l'expression envoyée par M. Ormsby Corr dans un de ses discours devant l'Assemblée consultative au sujet du Grand Dessein, c'est précisément une participation si modeste que le Congrès américain repousserait résolument. Une conférence a été récemment organisée à Bruges pour étudier les bases historiques et spirituelles de ce qu'on nomme la communauté atlantique et ses rapports avec le monde extérieur. Chacun sait que, sur certains points, l'unité européenne et la coopération atlantique sont à la fois antagonistes et complémentaires. Il existe une sorte de liaison d'amour et de haine qui ne peut être résolue que graduellement. Un certain nombre de nos organisations ont tenu, dans le cours de 1957, des conférences ayant pour objet de rapprocher l'opinion publique de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Jusqu'à présent, jamais un continent n'avait eu de rapport si surprenant avec un autre continent. Les rapports de médecins à malades se sont maintenant transformés en liens d'association et d'interdépendance. L'Europe reçoit maintenant la visite, chaque année, de plus d'un demi-million d'Américains du Nord. Ils seront 1 million en 1960.
Et c'est à Strasbourg, à la fin de 1951, que pour la première fois, des parlementaires de l'Ancien et du Nouveau Monde ont siégé ensemble dans une assemblée consultative. 7 sénateurs et 7 représentants du Congrès des États-Unis ont accepté une invitation et sont venus pendant 5 jours à Strasbourg participer au débat de l'Assemblée. Je n'ai jamais cessé de considérer qu'on avait commis une erreur tragique en ne transformant pas cette conférence officieuse et occasionnelle en une réunion qui aurait eu lieu au moins tous les 2 ans et aurait englobé aussi des représentants du Canada. Comme observateur de cette réunion unique, j'ai été frappé aussi profondément par les divergences de points de vue et les différentes conceptions de méthodes que par la réalisation croissante, de part et d'autre, pendant cette brève semaine, d'une unité de vue fondamentale dans la façon d'aborder les différents problèmes. Naturellement, les Américains éprouvaient une certaine impatience devant la lenteur des progrès réalisés par l'Assemblée consultative. Mais vers la fin de cette semaine, ils commencèrent à se rendre compte de certaines des difficultés rencontrées par l'Europe. Ils virent qu'il n'était pas tout aussi facile qu'ils l'avaient imaginé de créer une sorte d'États-Unis d'Europe. Mais l'attitude nouvelle, si simple et cordiale des Américains, leur façon d'inviter un orateur européen à leur céder la parole au milieu de l'une de ses péroraisons favorites, introduisirent un nouvel élément d'intérêt mutuel que les membres britanniques, d'autres de leur expérience parlementaire, goûtèrent tout particulièrement. On trouve à l'ordre du jour du Conseil de l'Europe une proposition de renouvellement de cette invitation de 1951, mais une fois de plus, elle arrive trop tard. M. Struy, membre belge éminent de l'Assemblée consultative, a déclaré que la participation des représentants américains et canadiens à une Assemblée européenne ne pourrait servir qu'à diluer à l'infini les problèmes à résoudre et relèguerait à l'arrière-plan la vision de l'unification de l'Europe. M. Struy éprouve de la sympathie pour l'idéal du communauté atlantique. Mais il ne faisait que s'incliner devant la réalité des faits lorsqu'il constata qu'il est déjà difficile de réaliser un accord à Strasbourg entre les représentants de 15 nations européennes sur des réformes d'une certaine portée, par exemple en matière économique et sociale. Ici, je dois laisser pour le moment cette question complexe pour examiner l'union de l'Europe occidentale. Il n'est pas nécessaire de retracer l'histoire de l'UEO, ni de donner une description détaillée de ses fonctions. Le point important est qu'elle a constitué une nouvelle assemblée de composition identique à celle de l'Assemblée consultative, représentant les puissances du traité de Bruxelles, ainsi que l'Allemagne et l'Italie. En dehors de certains travaux s'exerçant dans le domaine social et culturel, et de certaines responsabilités dans la réalisation d'une solution de problème de la SAR, qui appartient maintenant à l'histoire ancienne, l'UEO s'occupe des questions d'armement et reste expressément en rapport avec l'OTAN. Ses 89 membres ont élaboré une charte et un règlement intérieur, et, comme les parlementaires de l'OTAN ont tenu en 3 sessions, on prétend que sans les objections de la Suède, pays neutre, il n'aurait pas été nécessaire de constituer cette assemblée. Je suis certain que c'est une faute, mais je ne veux voir là qu'une autre phase successive, qu'elle marque ou non une progression vers une Europe unie. Chose assez curieuse, l'un des meilleurs débats sur la défense et la politique étrangère s'est déroulé non pas à l'Assemblée consultative, mais dans cette assemblée partielle de l'UEO. Cela peut tenir au fait que les pays neutres étaient absents, mais certainement aussi au fait que l'objet du débat portait sur des questions réelles engageant la responsabilité statutaire de l'Assemblée. Mais à mon avis, la principale raison de ce succès vient de ce que M. Spaak ouvrait les débats et répondit à une vingtaine de questions avec une liberté absolue du haut de la tribune présidentielle. Il convient d'ajouter que c'était son champ de signe de politicien national. Quelques jours plus tard, il rejoignait son poste de secrétaire général de l'OTAN. En s'accordant une absolue latitude, il fit une déclaration générale que je résumerai. Les ministres pourront trouver bien des fois, à l'appui de la politique européenne, des majorités importantes qui feraient sensation, s'ils avaient le courage d'affronter l'Assemblée et de chercher de bonne foi la collaboration nécessaire entre ce que représente le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif que vous êtes. Je souhaite donc vraiment que s'instaurent ces débats politiques dont le danger, et je m'en rends compte, est qu'un ministre puisse être amené à prononcer une parole qui ne serait pas acceptée ou agréée par ses collègues. Le danger est en effet que demain, dans tel ou tel parlement, l'un ou l'autre d'entre vous interpelle son ministre des Affaires étrangères en disant « M. Spaak » ou son successeur a prononcé telle parole à Strasbourg, qu'en pensez-vous ? Et que le ministre soit forcé de le désavouer, ce qui crée un incident. Je perçois ce danger, mais il est minime à côté de l'intérêt positif que pourrait présenter un dialogue constant, sincère et approfondi entre les ministres de l'Europe et les différentes assemblées européennes. Je regarde cet exposé comme le commentaire classique de la méthode à suivre dans les assemblées européennes. Mais si j'ai évoqué ce débat de mai 57, c'est parce qu'une fois de plus, il illustre l'une des phases successives de progression vers une Europe unie. En premier lieu,
La création de l'UEO est issue d'une impasse où s'était engagé ce processus de création d'institutions européennes. Ce point se trouve développé dans un chapitre ultérieur, intitulé Les Britanniques et le continent. Il était ironique de constituer notre assemblée, composée à peu près des mêmes membres représentant 7 des pays appartenant à l'Assemblée du Conseil de l'Europe, et qui soit chargé d'examiner les questions de défense, sujet expressément interdit par le statut du Conseil de l'Europe. En second lieu, c'était la première fois que la Grande-Bretagne se trouvait directement entraînée à participer à une organisation des 6, et ce fait fit l'objet de commentaires fréquents et favorables de la part des représentants de ces derniers. En troisième lieu, le premier président fut l'honorable G. Maclay, actuellement ministre d'État pour l'Écosse. Mais il fut aussi le premier sujet britannique à être élu président d'une assemblée européenne, et élu lui aussi la sagesse d'exercer une grande latitude dans l'interprétation du règlement intérieur. Je m'enorgueillis de signaler que son successeur, Sir James Hutchison, dont la courageuse carrière de parachutiste en France est bien connue, est également un Écossais. En quatrième lieu, le thème essentiel du débat se concentra sur 2 questions graves. Le livre blanc britannique sur la défense et sur la confusion des responsabilités existant en Europe sur le développement militaire de l'énergie nucléaire. Sur la première question, M. Tyken, le représentant français, fit une intéressante suggestion, en estimant qu'on aurait dû publier un livre blanc européen. Sur la seconde question, des orateurs ont rivalisé pour défendre les rôles respectifs de l'UEO, de l'OTAN et de l'OECE, et de l'organisation embryonnaire créée sous le nom d'Euratom, qui semble devoir être l'organisme le plus qualifié pour les questions de recherche atomique et nucléaire en Europe. Enfin, ce fut le colonel Fence, depuis longtemps membre de l'Assemblée consultative et, comme je l'ai déjà signalé, président actuel de la conférence parlementaire de l'OTAN, qui présenta le rapport critique sur lequel portait le débat, au cours duquel l'Assemblée critiqua la façon dont le Conseil ministériel de l'UEO avait approuvé la réduction des forces britanniques en Allemagne. Le fait qu'un parlementaire apparaisse dans différentes assemblées n'est en aucune façon exceptionnel, mais il donne une illustration personnelle du désordre illogique avec lequel on utilise la main-d'œuvre chargée de travailler aux phases successives de croissance des institutions européennes. Ce bref compte-rendu des principales institutions européennes, créées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est concentré sur l'aspect parlementaire. Des présentations plus détaillées de ces institutions elles-mêmes figurent dans d'autres études. Le fait que l'influence du Conseil de l'Europe ait été trop souvent indirecte et moins puissante que certains de ses fondateurs l'espéraient, tient essentiellement à la nature de la Constitution qui lui fut imposée à l'origine par son statut. J'examinerai cette question dans un chapitre distinct, mais auparavant j'aimerais explorer un autre terrain et parler des hommes et des femmes qui, pendant 9 ans, ont fait partie de l'Assemblée. Mon révéré maître à Oxford, Sir Lewis Namier, entreprend, avec un certain nombre de ses collègues, l'histoire monumentale de la Chambre des communes britannique, fondée sur les biographies des membres du Parlement qui ont été élus depuis les origines. Nous allons donner maintenant, pays par pays, une analyse modeste des membres actuels de la première Assemblée européenne et de certains des problèmes qui leur sont particuliers. Peut-être un jour, sur ces fondations, un futur éminent historien viendra-t-il construire un édifice plus solide et plus satisfaisant.